Je remercie les membres du comité d'organisation, Christine, Martine, Noël, Marie-Claire et Olivier, ainsi que tous les bénévoles, mais également la présidente et le trésorier de l'association qui ont participé à l'élaboration de ces 2 journées et sans qui rien n'aurait pu se faire. Tout au long de ce week-end, nous allons entendre des personnalités de renom vous partager leurs connaissances dans des domaines variés et débattre avec vous en se basant sur la liberté d'expression et la liberté d'informer sur des sujets qui font encore parfois polémique aujourd'hui. Je remercie très chaleureusement tous ces prestigieux orateurs qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui. Je passe la parole à notre première conférencière, le docteur Geneviève Bourgeois. Parfait. Donc, déjà un grand merci aux organisateurs des Universités des Voix Libres. C'est un week-end qui s'annonce hyper riche. C'est pas évident de commencer. Voilà, comme a dit Chantal, chère consoeur, je vais me présenter. Moi, je suis médecin gériatre dans un petit hôpital de proximité qui fait que de la gériatrie. Et tu peux passer du coup la diapo. Et c'est à ce titre-là que je peux vous parler de la lutte contre la dérive euthanasique, puisque étant gériatre, forcément on a affaire avec la fin de vie, et que ce soit dans les services de médecine ou dans l'EHPAD qui est attenante, pour accompagner au mieux nos frères et sœurs dans la vie. Voilà, je suis aussi dans 2 associations. La première qui s'appelle Choisir la vie, qui lutte contre toutes les attaques de la vie depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Et puis, la plupart d'entre vous qui me connaissent déjà me connaissent peut-être plus au titre de l'association Aventurine, qui est une association du Loiret, principalement sur Briare et Orléans, qui a soutenu et soutient encore les soignants suspendus pendant la crise Covid. Et en fait, on peut voir qu'il y a des liens entre la gestion de la crise Covid et les lois mortifères qui avancent, malheureusement. Et donc, l'important, c'est qu'on puisse chacun trouver sa place dans ce combat contre l'euthanasie, contre les attaques de la vie, pour rester nous-mêmes digne et protéger cette vie. Moi, mon engagement, il est né non pas seulement parce que je suis médecin, mais parce que, alors bien sûr, je veux respecter le serment d'Hippocrate, bien sûr, je veux faire le mieux que je peux, au mieux de mes compétences, de mes connaissances, de mes habiletés, de mes efforts, pour protéger cette vie, pour accompagner mes patients. Mais mon engagement, on va dire, plus militant contre l'euthanasie est né un jour où je faisais pour une autre association qui s'appelle Alliance Vita un sondage de rue, et on essayait d'interroger les gens sur un peu le tabou de la mort, hein, et de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez finalement pour vos derniers jours, comment vous aimeriez finir votre vie, loin des questions toutes prêtes des sondages qui sont truqués par avance, qui disent par exemple, est-ce que vous préféreriez mourir dans des souffrances insupportables ou apaisé dans l'euthanasie? Oui, forcément, le choix est facilement fait et évidemment complètement biaisé. Et donc dans ce sondage qu'on a fait, on a interrogé donc les gens, et les réponses qu'on avait, c'était assez variées. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Les gens de la génération plutôt plus âgée souhaitaient décéder chez eux, entourés de leur famille, conscients des choses, pouvoir être accompagnés. Et les plus jeunes souhaitaient plutôt mourir sans le savoir, dans leur sommeil, voilà, plutôt un peu aseptisés. Et d'autres encore nous parlaient de vouloir choisir le moment où ils partiraient, et ils estimaient que c'était vraiment comme éteindre un interrupteur, cette euthanasie dont on leur parlait, et pour eux, ils voyaient ça de façon positive,
en disant, ben voilà, je choisis le moment, ça s'arrête, et après je suis tranquille. Sauf que pour être tranquille, il faut le ressentir, et donc il faut être encore vivant. Ce que j'ai retenu de ce sondage, outre la différence qui est assez intéressante entre les générations, c'est que toutes les personnes qui envisageaient l'euthanasie, et toutes sans exception, du moins ce jour-là, et j'ai vu quand même pas mal de monde dans la rue ce jour-là, toutes les personnes qui envisageaient l'euthanasie avaient eu un vécu extrêmement douloureux d'une situation de soins palliatifs pour un de leurs proches auparavant. Ils avaient tous un historique de vécu terrible, soit que la personne n'avait pas été apaisée, soit que la famille n'avait pas été accompagnée, et en tout cas, ils en avaient gardé un souvenir épouvantable. Alors pour moi qui étais à l'époque tout jeune médecin, qui commençait pleine d'enthousiasme, je me suis pris une grande claque dans la figure. Parce que je me suis dit, finalement, les médecins, les soignants qui veulent apaiser la vie, qui veulent donner tous les soins à la personne, et bien quand ils ne le font pas bien, quand ils n'apaisent pas, quand ils ne prennent pas le temps, quand ils n'accompagnent pas la famille, ils créent eux-mêmes des militants pro-euthanasie. Et là est né déjà mon engagement de faire encore plus d'efforts dans les soins au quotidien et de ne pas laisser ça tel quel et de pouvoir vraiment parler, avancer, vraiment avoir un combat plus que de ma propre personne dans mon quotidien. Et donc mon engagement associatif. Et c'est devenu une évidence. C'était une évidence, il fallait faire des soins palliatifs avec encore plus de détermination. Il fallait passer, repasser, examiner, réexaminer les gens, les soulager, adapter les traitements, les accompagner, accompagner leur famille, être présent pour toutes les petites questions. Et ça veut dire rencontrer les familles peut-être 3-4 fois, et puis peut-être tous les membres de la famille, et puis tout ça, ça prend du temps. J'avais déjà l'impression de le faire auparavant, mais là, c'était vraiment avec un poids beaucoup plus fort sur les épaules et avec cette conscience dans ma façon d'agir que je n'avais peut-être pas jusqu'auparavant. Puis j'y ai vu une autre responsabilité. Finalement, il n'y avait peut-être pas que les médecins qui étaient responsables. Et ça, c'est arrivé quand j'ai vu certains événements, alors qui se sont reproduits, je vais vous donner un seul exemple, mais qui se sont reproduits, c'était en 2012. Et en fait, ça aurait pu être un événement complètement banal s'il n'était pas si lourd de sens. J'ai vu un patient arriver, il avait tout simplement une infection pulmonaire, quelque chose qui aurait pu être complètement banal, et certes, il avait besoin d'une hospitalisation, mais ça aurait pu être assez simple, et en fait, il y avait eu un retard de prise en charge. Et c'était pas de la faute du corps médical ou des soignants, c'était parce qu'il avait refusé d'être hospitalisé. Et pourquoi refuser d'être hospitalisé? Au final, il avait malheureusement été contraint d'être hospitalisé avec une maladie du coup aggravée, plus difficile à traiter. Et en fait, c'était parce qu'il ne voulait pas aller à l'hôpital, parce que, c'est ce qu'il m'a dit, il ne voulait pas que je l'euthanasie, rien que du fait qu'il était vieux. Alors, pourquoi il avait ça en tête? Il m'a expliqué qu'il avait entendu la proposition numéro 21 du président Hollande, qui venait d'être élu. Proposition numéro 21 de M. François Hollande, c'était l'euthanasie. Une fois que je lui ai dit, monsieur, moi je suis là pour vous soigner, on va traiter la pneumopathie et puis on va vous rééduquer, puis vous allez rentrer chez vous, les soins sont devenus quand même beaucoup plus simples. Il a pu tout à fait rentrer chez lui. Donc le discours présidentiel était responsable de cette crainte de l'euthanasie, de cette méfiance vis-à-vis du système de santé, et du coup d'un retard de soins, et de ce qu'on appelle en médecine une perte de chance, parce que du coup on l'a soigné un peu trop tard. Bon, ça s'est bien passé finalement, mais ça aurait pu être plus compliqué. Et vous savez que c'est ce qui s'est passé aussi pendant le Covid. Quand on dit aux gens, restez chez vous, prenez du Doliprane, et ne venez à l'hôpital que quand vous êtes à l'article de la mort, forcément, ça se passe moins bien, c'est plus difficile à soigner, comme toutes les infections quand on prend du retard. Alors qu'on sait très bien les soigner.
Malheureusement, les gouvernements et les présidents suivants n'ont pas manqué d'aggraver ce sentiment par les suppressions de lits, toujours présentes actuellement, toujours plus nombreuses, et puis évidemment, comme on en a parlé, la gestion criminelle de la crise Covid. Et là, il n'y a plus de confiance dans le système de santé. Et donc, à ce moment-là, l'action ne devenait pas seulement médicale, ne devenait pas seulement dans les soins, mais aussi politique. Et finalement, tout ce qui touche à la vie, tout ce qui touche à la vie de nos concitoyens est en fait déjà de la politique. Donc, on a plusieurs niveaux. Si tu peux revenir à la précédente. On a plusieurs niveaux en fait de lutte contre l'euthanasie et d'engagement en particulier. On peut s'engager dans la vie privée, notre vie de tous les jours. On peut s'engager dans la vie politique. Et alors la vie associative, elle est un peu entre les deux, puisque quand on gère une association ou quand on s'implique dans une association, encore une fois, on touche à la vie de nos concitoyens, on touche à certaines libertés, etc. Et en fait, c'est déjà de la politique. Donc le niveau privé, le niveau politique, et puis le niveau de soins. Alors, vous voyez, je les ai mis dans cet ordre-là, mais on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. Je ne pense pas qu'il y ait d'hiérarchisation. Par contre, je pense qu'il faut qu'on s'engage, chacun, avec nos charismes, nos compétences. Et je pense qu'il y a de la place pour tous, partout. Évidemment, étant médecin, je développerai plus la partie des soins. Mais on va quand même aborder, si vous voulez bien, l'engagement privé, l'engagement associatif et l'engagement politique. Voilà. Pour ce qui est de l'engagement privé, si tu peux passer, d'accord. Ne serait-ce que dans nos conversations. Je pense qu'on a tous vécu une conversation où quelqu'un va parler de l'euthanasie ou parler d'autres sujets de la défense de la vie. Par exemple, dire heureusement quand même qu'on peut faire ça, ou des petites phrases cinglantes comme ça. Et en fait, sûrement par bonne intention, pour pas blesser, pour pas choquer, pour pas... Voilà, ça nous arrive à tous de nous taire. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive à dépasser ça. Il faut parler, il faut dire, non, moi je vois pas les choses comme ça. Voilà, moi je préfère en tant que médecin soulager que tuer. Voilà, des petites choses qu'on peut dire, parce que je pense que les gens ont besoin d'entendre qu'il y a une autre voie possible. Parce qu'on est tellement dans un discours unique que c'est facile ce genre de petites phrases, et puis on sait que tout le monde va être d'accord, et puis voilà, ça fait bien dans une conversation. Non, on ne peut pas se permettre de laisser passer ça. Donc, comme le dit le sociologue Mathias Desmet, il y a en fait 30% de la population qui est complètement convaincue dans un sens, 30% qui est complètement convaincue dans l'autre, et puis les 40% du milieu, ils font au gré du discours qu'ils entendent, au gré des rencontres, etc. Et donc à nous d'être cette rencontre qui peut faire basculer les choses vers la vie. Il le disait en fait pendant la crise Covid. Mais en fait ça s'applique à tout. Et donc pour la défense de la vie c'est la même chose. Et je pense que ceux qui se lèvent qui se sont levés en tout cas pendant la crise Covid ont aussi cette intelligence de voir que la vie doit être défendue, tout comme la liberté individuelle, tout comme les soignants qui ont tout donné. Voilà. Donc évidemment dans les conversations dans ce sens-là, mais aussi dans les conversations les plus banales. Quand on laisse dire tout le temps des moqueries sur les personnes âgées, sur les personnes qui vivent avec un handicap, sur la faiblesse humaine, en fait, eh bien, on laisse dériver les choses, on laisse dériver l'esprit global, l'esprit sociétal, vers finalement une société qui ne voudrait plus de ces faiblesses humaines. Et donc les personnes âgées deviennent encombrantes, les personnes avec un handicap deviennent encombrantes et coûtent cher. Voilà, c'est ça le discours qui va arriver. Et finalement, dans ce discours ambiant, l'euthanasie et d'autres attaques à la vie vont devenir banales et vont pouvoir se développer. Et si on participe à ces conversations en disant « stop, non, je ne suis pas d'accord ». Comme le dit Jacques Ricot, là, son intervention dans Aletheia qui a été reprise dans l'Impact, vous l'avez sans doute lu, voilà, la dignité, elle ne s'arrête pas à une situation compliquée.
Elle ne s'arrête pas au handicap, elle ne s'arrête pas au vieillissement, elle ne s'arrête pas à l'incontinence, à la déchéance, comme on peut l'entendre. Non, on est digne parce qu'on est, point barre. Et dans nos conversations, tout ça, ça doit transparaître parce que c'est cette ambiance globale qui doit finalement redevenir positive, redevenir solidaire, redevenir soutenante. Hein. Et dans la crise Covid, on a vu en particulier avec les consignes de distanciation sociale, de on laisse papy-mamie à la cuisine, voilà, la société a été marquée certainement pour longtemps sur 3 plans. Premièrement, sur la méfiance que les individus ont les uns vis-à-vis des autres. L'autre n'est plus source d'aide possible, ou de soutien, ou de solidarité, voilà, mais il est source de contamination. Deuxièmement, l'intrusion dans le secret médical. J'en parlais tout à l'heure avec un confrère. Ça devient complètement banal. On peut vous demander vos vaccinations à l'embauche, on peut vous demander pourquoi vous étiez absent tel jour, voilà. Je vous rappelle que dans un arrêt de travail, l'employeur, il n'a pas la cause. Et puis si on vous demande vos vaccinations, c'est au médecin du travail qu'il faut les donner, c'est pas à votre employeur. Pardon. Tout ça a été complètement banalisé. Et donc, à nous de le faire respecter. J'étais encore aux ressources humaines il y a 2 jours, où on m'a dit c'est la nouvelle politique, on demande les vaccinations aux nouvelles embauches. Je leur ai dit pardon, mais en fait, c'est le secret médical. Oh ouais, mais les vaccinations, c'est pas grave, c'est pas très privé. En fait, si, c'est mon état de santé. Donc non, je ne vous donnerai pas mes vaccinations. Et par contre, oui, je les donnerai au médecin du travail. Et puis le médecin du travail, il va pas vous dire quelles sont mes vaccinations. Par contre, il va vous dire si je suis apte à travailler ou pas. Et il n'y a que ça qui vous regarde, en fait, en tant qu'employeur. Et en fait, tout le monde se laisse faire parce que c'est demandé dans la pile de documents qu'on nous demande, etc. Mais non, ne nous laissons pas faire, y compris dans les simples conversations du quotidien. Et troisièmement, la crise Covid a renforcé le sentiment qu'on peut catégoriser les personnes. Il y a des personnes utiles, il y a des personnes inutiles. Donc les personnes utiles, elles ont le droit de travailler, elles ont le droit de circuler. Peut-être un jour, ce seront les seules à avoir le droit de vivre. Donc voilà, ne laissons pas ces dérives, avant même la dérive euthanasique, la lutte contre la dérive euthanasique, luttons déjà contre la dérive de la pensée humaine dans la société. La société qui était déjà devenue progressivement individualiste depuis les Lumières. Le problème, il date déjà de là. À chacun, par sa participation active aux conversations, à ne rien laisser passer. Comme on disait tout à l'heure, on ne lâche rien. Et puis, à avoir ce discours différent et toujours avec bienveillance. Souvent, on se tait parce qu'on ne veut pas choquer, on ne veut pas blesser. Mais en fait, on peut avoir un discours inverse tout en étant très bienveillant. Et en montrant justement que c'est justement ce discours inverse qui est, lui, empreint de bienveillance. Donc, le niveau privé d'action, il va aussi jusque dans les soins. Puisque tout en étant une personne privée, vous pouvez demander des choses quand vous êtes soigné. Et en particulier, vous pouvez rédiger vos directives anticipées, par exemple, puisqu'on sait qu'elles vont être regardées, même si, personnellement, j'ai parfois un peu de mal avec ce système-là, mais comme elles vont être regardées, elles vont vous être demandées, autant les rédiger, et les rédiger de manière consciente et consciente de votre dignité jusqu'au bout. Et que vous pouvez demander les soins que vous souhaitez, et vous pouvez surtout refuser, très clairement, l'euthanasie ou la sédation profonde, qui en est en fait une forme un petit peu cachée. Voilà, surtout, ça ne sert à rien de dire qu'on refuse l'acharnement thérapeutique dans les directives anticipées. De toute façon, l'acharnement thérapeutique, on va en reparler, mais c'est plus vraiment le problème aujourd'hui. Hein, c'est plutôt le problème inverse. Et si on a besoin d'aide pour rédiger ces directives anticipées, on peut se faire aider parce que le document de l'HAS pour les rédiger est extrêmement compliqué, parce que c'est des phrases avec des doubles négations, on est complètement perdu. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à des associations. Il y a l'association Choisir la vie, comme je vous ai dit, dont je faisais partie, mais il y en a d'autres. Il y a Alliance Vita, il y a Jalmalve, voilà, il y a plein d'associations qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Et comme on disait tout à l'heure, l'association, le travail associatif, c'est à la limite du privé et de la politique. Et je pense que c'est un des derniers bastions où on a un peu plus de marge de manœuvre
par rapport aux politiques actuelles. Et en tant qu'association, on a certains droits, en particulier le droit de parole, le droit de réunion, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et enfin grâce à ça du moins. Et ça, je pense que c'est un pouvoir qu'il ne faut pas négliger. Et donc, participer activement à ces associations, c'est primordial. Alors après, on le fait de la manière dont on veut, soit on devient membre actif, soit on adhère juste pour montrer son soutien, soit on finance, évidemment. Ça peut, ça peut aider aussi, et comme ça, on peut aussi choisir ce qu'on veut, à quoi on veut donner et comment on veut donner. Maintenant, avec le champ de l'action politique, si tu peux passer à la suivante. Il y a certains politiques qui ont été cohérents depuis le début et jusqu'à aujourd'hui sur la défense de la vie. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore. Je les remercie. Et même si dans un parcours politique, c'est pas forcément très gagnant, on va dire, c'est quand même c'est important et c'est avoir une cohérence dans sa vie. D'autres ont plus de mal avec en particulier le début de la vie, puisque le début de la vie a déjà été légiféré, en particulier avec la constitutionnalisation de l'IVG. Voilà, il y a beaucoup de médecins, dont moi-même, qui avaient peur à ce moment-là que l'objection de conscience ne soit plus possible, puisque c'est constitutionnalisé. Alors, j'ai eu beaucoup de bonheur de voir dans mon jugement pour la suspension Covid à laquelle j'ai été soumise, il y a eu un jugement qui a dit que mon objection de conscience, que j'avais argumentée, était reconnue. Et donc je crois que c'est le premier jugement depuis la constitutionnalisation de l'IVG. Donc on va s'en servir, on va s'appuyer dessus pour d'autres et pour permettre les choses. Parce que c'est un droit fondamental. Et c'est très important. Mais au niveau politique, certains politiques du coup ont du mal avec quelque chose qui est déjà légiféré à s'y opposer en pensant que ça va les barrer au niveau politique. Et même sur l'euthanasie, on a vu des députés qui disent ne pas du tout être convaincus que c'est la solution, mais qui, pour leur avancement politique, vont dans le sens de la proposition de loi actuelle. C'est bien malheureux quand on en arrive là, parce qu'on se dit finalement ils font de la politique, pourquoi? Si ce n'est pour leur intérêt personnel. Et donc, comment vont-ils défendre nos intérêts? Puisque c'est quand même pour ça qu'on fait des élections. On peut participer à la vie politique sans être forcément encarté, sans être forcément mandaté, déjà par notre vote. Je sais qu'il y a des gens qui se disent à quoi bon, mais en tout cas ça montre des choses, et en particulier pour les gens qui sont cohérents jusqu'au bout. On peut aussi aller les voir, parce qu'on a des députés qui sont pas si loin que nous, on peut leur écrire. Vous savez que dans le gouvernement, dans les politiques, ils considèrent qu'un courrier correspond à la vie de 50 personnes. Donc n'hésitez pas à envoyer un courrier, c'est pareil, vous pouvez trouver des modèles dans les associations. Tous nos engagements à l'extérieur sont des engagements politiques finalement. Donc soutenons les politiques qui sont dans cet esprit-là de cohérence et disons aux autres ce qu'on en pense. On peut rentrer dans la partie qui va être plus facile pour moi, la partie qui est vraiment mon cœur de métier. Qui est le soin et le soin palliatif. Vous savez que dans la loi de 2005, la loi Leonetti, les soins palliatifs avaient été décrits comme étant la troisième voie. Ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, mais les soins palliatifs qui vont soulager, qui vont prendre en charge les gens pour une meilleure qualité de vie et pour un soin apaisé. Notre rapport de soignant à nos patients, pas seulement dans les soins palliatifs, va déjà faire le lit de toute la prise en charge et la bienveillance qu'on va mettre en place dans nos relations avec nos patients, même avant les soins palliatifs, va déterminer la confiance qu'ils vont avoir, l'apaisement qu'ils vont pouvoir ressentir, le lâcher-prise
qu'ils vont pouvoir mettre en place pour les soins au soir de leur vie, au moment de soins palliatifs. Et donc, cet engagement dans les soins palliatifs, il l'est en réalité pour tout médecin, tout soignant, qu'il fasse du soin palliatif ou pas, quel que soit le moment de la vie, quelle que soit la spécialité, la délicatesse qu'on met en œuvre envers nos patients et leur famille leur montrera qu'on est là, qu'on est digne de confiance et qu'on peut les écouter. Puisque même quand on a rédigé ces directives anticipées, moi je fais toujours attention à interroger le patient, parce que vous savez bien que quand on est en pleine santé, debout, à courir, etc., on n'a pas du tout la même vision de la vie que quand on est tétraplégique ou même avec un locked-in syndrome. Vous savez qu'il y a un score de qualité de vie qui a été réalisé chez les personnes qui avaient un locked-in syndrome. Le locked-in syndrome, ça vous parle? Les gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral du tronc cérébral et qui ne peuvent bouger que les yeux. D'accord? Donc, ils peuvent vivre tout seuls, ils peuvent respirer, mais ils ne peuvent bouger que les yeux. Ça paraît terrible, mais on a fait un indice de qualité de vie chez ces personnes-là, et avec les soins qui sont mis en place et des organisations de vie qui sont mises en place. Et en fait, on arrive à un indice de qualité de vie qui est meilleur que dans la population générale. Vous vous rendez compte? Ça ne veut pas forcément dire qu'on vit mieux quand on ne peut plus bouger, mais ça veut dire qu'on a un regard différent sur la vie. On a des patients tétraplégiques, vous avez peut-être vu le film, comment ça s'appelait? Intouchable, merci. Il a un regard complètement différent sur la vie, et d'autres personnes tétraplégiques, on peut dire, mais en fait, et d'ailleurs Daniel Di Pozzo l'avait dit, ce monsieur qui est mimé dans ce film, il avait dit, mais en fait, je ne vivais que de l'apparence, et une fois que j'ai été tétraplégique, j'ai commencé à vivre réellement, parce qu'on se rend compte que voilà, les vraies choses importantes dans la vie, c'est pas celles qu'on pensait. Donc voilà, on peut pas dire à l'avance, c'est pour ça que les directives anticipées quelquefois me dérangent. On ne peut pas dire à l'avance ce qu'on va ressentir quand on sera en difficulté, mais c'est vrai que si on ne peut pas le dire à ce moment-là, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un peu... il faut en tout cas en avoir discuté avec ses proches, il faut pouvoir se poser la question, savoir qu'on changera peut-être d'idée aussi, et en général, c'est toujours dans le sens de la vie. En tout cas, c'est mon expérience, de ce que j'ai vu de mes patients et des gens avec qui j'ai pu discuter. Et puis, donc c'est pour ça que je repose la question toujours à mes patients, quel que soit ce qu'ils ont écrit avant, tant qu'ils peuvent s'exprimer, tant qu'ils peuvent ne serait-ce que faire un signe pour que je comprenne si oui ou non ils sont d'accord avec la proposition que je leur fais, je m'appuie toujours sur l'actuel, parce qu'on a le droit de changer d'avis. J'avais fait une conférence aussi sur la fin de vie. Et il y avait on avait essayé d'inviter vraiment large, et il y avait un monsieur, un membre actif de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est une association extrêmement pro-euthanasie, qui avait souhaité participer. Donc je lui avais dit, très bien, venez, on va pouvoir confronter nos points de vue, on va pouvoir parler de notre façon de faire. Et en fait, il était très très insistant au début, puis il parlait de moins en moins pendant la table ronde. Et à la fin, il a repris le micro pour dire, moi j'ai fait mes directives anticipées, j'ai dit que je voulais de l'euthanasie, mais finalement, je suis content de savoir que vous, docteur, vous me réinterrogerez à ce moment-là et vous ne ferez pas forcément ce qui est écrit sur le papier. Voilà. Donc, l'important de reposer la question, l'important de respecter qu'on peut changer d'avis, et pour bien penser que quand on est très impacté dans sa vie physique, notre regard sur la vie change. Et ça, il faut savoir le respecter, savoir le mettre en place pour les patients, et être à cette écoute, et bien leur faire comprendre, et ils le comprennent à ce moment-là, la plupart, bien leur faire comprendre que nous, on est dans un regard de dignité, quoi qu'il arrive. En quoi une personne qui a un handicap depuis l'enfance, ou qui est très âgée, ou qui, du fait d'une maladie, maintenant est incontinent et qu'on doit laver dans son lit, en quoi il serait moins digne qu'une autre? Rien. Il n'y a aucune raison. Donc, à nous de leur montrer, en faisant des soins adaptés, bienveillants, avec plein de délicatesse, qu'ils sont là, qu'ils ont leur place, et qu'on peut les respecter, les soigner tels quels.
tels qu'ils sont. Alors, pour rentrer dans le vif du soin palliatif, les soins palliatifs, c'est pas j'ai fait des soins curatifs et comme ça marche plus, je fais des soins palliatifs. Ça, c'était une vision très ancienne. Les soins palliatifs, c'est des soins actifs d'accompagnement, de ce qu'on peut appeler des soins de support, mais c'est pareil, j'aime pas beaucoup ce nom, qui vont essayer de traiter chaque symptôme pour améliorer la qualité de vie. Et en fait, dans une maladie grave avec des traitements lourds, la maladie elle-même ou les traitements peuvent apporter des signes d'inconfort, peuvent donner de l'inconfort. Et donc, les soins palliatifs doivent commencer dès l'annonce de cette maladie-là. C'est pas parce qu'on commence des soins palliatifs qu'on est en phase palliative ou phase agonique ou en fin de vie. D'accord ? Donc, ces soins palliatifs, il faut absolument qu'on les mette en place. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on en parle dans nos conversations. Parce que sinon, les gens, quand on leur parle de soins palliatifs, ils disent « Mais ah bon, je vais mourir demain, docteur ?» Mais non. Palliatif, ça veut dire on va pallier à votre confort. Donc, on va vous accompagner pour votre qualité de vie, tout simplement. Et ça, c'est vraiment le rôle des soins palliatifs, quel que soit le stade de la maladie. Donc, on va les prendre en charge le plus tôt possible pour pouvoir vraiment les soulager et les accompagner dès le début et que les choses soient progressives et dans un continuum de soins. Alors, pour expliquer la démarche de soins palliatifs, il faut expliquer tout simplement la démarche d'un médecin. Quand il voit un patient arriver, déjà il l'interroge et en fait, déjà l'interrogatoire, quand on pose les bonnes questions et quand on prend le temps de l'écoute, surtout moi qui ai des personnes âgées, voilà, ça prend plus de temps. Mais c'est en fait un gain de temps sur la suite. Quand on écoute bien les gens, quand on les interroge bien, on a déjà une idée du diagnostic. Et après, notre examen clinique, il va rechercher les signes. Et s'il faut faire des examens complémentaires, ça sera pour chercher tel signe, pour éliminer un diagnostic et pour en conforter un autre. Et puis, on va chercher évidemment la cause des symptômes, donc le diagnostic. Et une fois qu'on aura le diagnostic, on saura éventuellement comment soigner les gens. Et ça, c'est une démarche qu'on doit faire également dans les soins palliatifs, parce que le but doit être, non pas forcément de guérir la maladie, mais en tout cas de soulager les symptômes qu'apporte la maladie. Donc, le soulagement, pour tout médecin, est une priorité, évidemment. Mais dans les soins palliatifs, ça devient l'unique priorité. On cherche toujours le soulagement de la personne. Et c'est pour ça qu'on parle de l'obstination déraisonnable, ce qu'on appelait avant acharnement thérapeutique. C'est quand on a envie de faire plus d'examens pour mieux comprendre. Quelquefois, ça ne change pas vraiment nos décisions ou ça peut apporter plus d'inconfort aux patients que ce qu'on va gagner en ayant cette connaissance-là. Alors, on ne va pas le faire. Et il faut savoir, et quelquefois, en tant que médecin, je vois qu'il y a certains confrères dans la salle, je pense qu'on a tous eu à un moment cette envie-là d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et puis on se restreint parce qu'on se dit, finalement, même si j'aurais peut-être mieux compris, mais finalement, ça ne va pas changer ma décision pour le patient, donc non, je ne fais pas cet examen. C'est quelquefois un peu frustrant, mais il faut savoir faire cette démarche-là. Donc, comme le soulagement est devenu l'unique priorité, on va prendre toutes nos décisions, je ne sais plus où on en est par là, oui, c'est à peu près ça, on va prendre toutes nos décisions avec ce prisme du soulagement. Et donc, on va orienter toutes nos décisions, toutes nos prises en charge, que ce soit des décisions d'examen ou de traitement, ou d'arrêt de traitement, pour vraiment rechercher ce soulagement pour tous les symptômes. Quand on parle de soulagement, ce n'est pas forcément de la douleur physique, ça peut être de la souffrance psychique, psychologique, ça peut être des symptômes aussi banals, entre guillemets, que de la constipation, une nausée, voilà. Tous les symptômes auxquels on peut penser, on va les rechercher pour soulager la personne. Et donc, dans les soins palliatifs, avec ce prisme-là du soulagement et de cette priorité, les symptômes vont être revus chaque jour. Et plus s'il y a une plainte qui réapparaît, mais en tout cas, chaque jour, on va se reposer la question. Est-ce qu'il y a de la douleur? Est-ce qu'il y a de la souffrance psychique, etc. Alors, quelquefois, c'est un discours dont la personne a un peu marre. Quand on lui pose la question, est-ce que vous avez mal et tout? Et c'est là que certaines personnes dans le service qui ont d'autres rôles que médecins, infirmières, aides-soignantes vont être très appréciées.
Parce que, par exemple, l'ASH, l'agent de service hospitalier qui vient faire le ménage de sa chambre, c'est déjà un rôle très important parce qu'elle va faire une chambre agréable à vivre en enlevant toutes les odeurs qu'il peut y avoir, en refaisant un lit pour qu'il soit propre, frais, agréable. Donc c'est un rôle très important déjà de ce point de vue-là. Et elle a un autre rôle que souvent on oublie un peu, c'est que c'est la seule qui va parler de la pluie et du beau temps à la personne. Hein, et ça, c'est hyper important. Et quelquefois, elle peut avoir des informations que le médecin n'arrive pas à avoir juste parce qu'elle discute de façon beaucoup plus ouverte avec la personne et qu'elle lui apporte un peu de légèreté dans la prise en charge. Donc ça, c'est très important aussi. C'est vraiment une équipe. Et donc, on travaille de façon complètement pluridisciplinaire. Donc, avec les ASH, bien sûr, qui peuvent venir aux réunions qu'on fait de soins palliatifs, qui sont des réunions vraiment pluriprofessionnelles. Les médecins, aides-soignants, infirmiers, kinés, ergo, les ergothérapeutes pour préparer l'installation, kinés pour éviter les raideurs, etc. Psychologues, assistantes sociales, diététiciennes, etc. Hein. C'est vraiment des équipes multiples. Donc, ça prend du temps, ça prend des soignants. Ça prend du monde et c'est vraiment une prise en charge qu'il faut il faut insister pour avoir cette équipe, pour pouvoir faire des soins palliatifs corrects. Et donc on va revoir chaque famille de symptômes, chaque appareil. Hein, on voit l'éveil et la communication, c'est important que le patient puisse continuer à communiquer, qu'il puisse participer aux décisions de soins. Évidemment la douleur physique, l'état respiratoire, l'état cutané, parce que ça peut provoquer des douleurs, ça peut aussi être signe d'autres pathologies qu'il va falloir traiter. L'alimentation, l'élimination. Voilà, la constipation est un grand symptôme des soins palliatifs qu'il faut savoir prévenir, parce que ça peut être aussi très douloureux, ça peut provoquer des confusions, surtout dans la population que je prends en charge, hein, chez la personne âgée. Mais aussi la mobilisation, est-ce qu'il est encore capable de se mobiliser dans le lit? Est-ce qu'il va pouvoir, s'il n'est pas bien, se mettre autrement? Et sinon, ça va être à nous de le faire, à passer régulièrement. Le sommeil, bien sûr, son état psychologique, son comportement, et puis sa demande spirituelle. Alors quand je parle de demande spirituelle, c'est pas forcément une demande religieuse, mais au soir de notre vie, quand on voit la fin approcher, qu'on soit agnostique ou religieux, on a tous un besoin de mettre du sens sur la vie, sur ce qu'on a fait, sur les décisions qu'on a prises, sur les relations humaines qu'on a eues. Et ce temps des soins palliatifs est quelque chose de primordial. Et donc cette demande spirituelle doit être accompagnée. Et on risque de l'oublier, donc il faut y penser et le mettre dans nos réunions vraiment comme un onglet auquel il faut penser et sur lequel il faut débattre en équipe. Sur quelles solutions apporter. Leur demander, s'ils ont une demande religieuse particulière ou si, n'étant pas religieux, ils ont un autre besoin d'accompagnement. Ça peut être des choses extrêmement variées, hein. Ça peut être l'accompagnement de la psychologue, mais ça peut être aussi, même si je ne crois pas en Dieu, j'aimerais bien que vous alliez mettre une bougie pour telle personne ou pour moi, à la chapelle, ou moi j'ai besoin de voir telle autre personne. Et si c'est dans le religieux, il y a des multiples demandes et les hôpitaux ont une liste normalement de qui joindre pour accompagner cette personne-là en particulier. Et ce temps des soins palliatifs, il est aussi primordial parce que c'est le temps aussi de réconciliation, c'est le temps d'harmonisation de la demande du patient, de la famille et des soignants. Et tant qu'on n'a pas mis tout le monde sur le même rythme, l'accompagnement ne peut pas être serein. Les médecins, encore une fois, il y en a dans la salle, vous savez bien, on a envie de comprendre ce qui se passe, on a envie de savoir les tenants, les aboutissants, et quelquefois on ne les saura jamais. Et comme je disais tout à l'heure, c'est parfois frustrant. Bon. Le patient, lui, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour moi pour me soulager ou pour me donner plus de temps pour régler les problèmes que j'ai en famille ou pour m'expliquer les choses. Et la famille, en général, elle a besoin de savoir combien de temps ça va durer. Parce qu'il faut se préparer, parce qu'il faut préparer les choses matérielles et tout ça. Et en fait, si on ne répond qu'à la question de la famille, alors que le patient, c'est pas du tout la question du temps qui l'intéresse, c'est la question de est-ce que je vais être soulagé pour pouvoir prendre ce temps. Mais lui, la date, il veut pas la savoir.
Et d'ailleurs, la seule chose qu'on fait quand on donne une date à nos patients, c'est qu'on se plante. Donc ça, faut pas le faire. Ils ont besoin de cet inconnu, finalement, de ce mystère, pour pouvoir progresser à leur rythme. Hein, et il y a des fins de vie pour des mêmes maladies qui durent chez certains très peu de temps, chez d'autres beaucoup plus de temps, parce que c'était son rythme à lui, et c'est tout. Et nous, on doit juste l'accompagner, hein, pour qu'il puisse faire tout ce cheminement spirituel dont il a besoin, tout reprendre le sens de sa vie et pouvoir partir serein. Et si on casse ce temps, si on ne lui donne pas cette chance d'avoir ce temps-là, il ne pourra pas partir serein. C'est pour ça que quand je dis éteindre l'interrupteur avec l'euthanasie, ça ne permet pas ce temps. Et de même, la sédation profonde ne permet pas ce temps et ne permet pas cet accompagnement et ce cheminement spirituel, et c'est en ça que c'est un problème. C'est déjà une euthanasie de la pensée et de la spiritualité, comme je vous l'ai dit, pas forcément religieuse, mais en tout cas de ce cheminement personnel. Après, quand on a mis ces trois groupes de personnes en harmonie, on va pouvoir faire un soin qui va aller vers la sérénité, on va pouvoir vers l'apaisement. Et dans la famille, vous savez qu'il y a une personne de confiance qui est désignée depuis la loi Kouchner de 2002. Toute personne peut désigner sa personne de confiance, c'est-à-dire pas celle qui va prendre les décisions à sa place, mais celle qui va pouvoir redire ce qu'elle aurait souhaité. Alors encore une fois, ce qu'elle aurait souhaité, ce qu'elle a dit avant d'être malade, c'est pas forcément la même chose que ce qu'elle voudrait dire maintenant, donc il faut être quand même prudent vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, si nous on se limite à parler à la personne de confiance, on n'arrive pas à harmoniser ce temps dont je vous parlais et ce rythme que doivent avoir les familles, les soignants et les patients pour pouvoir avancer ensemble sereinement. Voilà, et donc on va faire cette réévaluation permanente, on va adapter les soins au fur et à mesure de l'évolution, on va accompagner humainement le patient et ses proches, et avec tout ça, la prise en charge en général va s'apaiser, parce qu'on a pléthore de choses pour la douleur, on a, tant qu'on a des soignants, on a de quoi faire de l'accompagnement, on a de quoi accompagner les familles, on a de quoi laisser du temps aussi aux familles si on s'organise bien dans les services. Et donc, ça se passe en général bien. Et finalement, les services de soins palliatifs, pour en avoir visité quand même quelques-uns et pour voir ce qui se passe dans mon service, c'est pas du tout déprimant. Et il y a des accompagnements magnifiques qui se font et il y a des temps de vie magnifiques aussi. Voilà. Et au vu de l'expérience que j'avais eue dans le sondage de rue dont je vous ai parlé au début, et si finalement ces prises en charge sont qualitatives, finalement, pourquoi pense-t-on à l'euthanasie? Pourquoi défaire ce temps, casser ce temps pour finalement ne pas soulager? Tuer, c'est pas la même chose que soulager, et comme je vous ai dit au tout début, on ne peut pas ressentir un soulagement si on n'est plus là. Bon, donc si tout se passe bien, pourquoi penser à l'euthanasie? Malheureusement, en France, l'accès aux soins palliatifs, c'est quand même très compliqué, c'est pas du tout partout. Il y a encore 21 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas d'unité de soins palliatifs, nous on n'en a pas dans notre hôpital, mais on en fait quand même, et j'ose espérer qu'on le fait bien. N'empêche que ça montre quand même que, alors qu'il y a des plans de développement de soins palliatifs depuis 1999, bon, ils sont plus actifs actuellement, mais le développement est quand même pas suffisant. 21 départements, ça fait quand même beaucoup sur la France. Voilà, donc comment être suffisamment disponible aussi pour nos patients quand on fonctionne en permanence en mode dégradé? Vous savez qu'on ferme des lits, il y a encore une unité de soins palliatifs qui a fermé il y a quelques mois parce qu'il n'y avait plus de soignants. Parce qu'en fait, nulle part, on manque de soignants. Et alors avec la crise Covid, ça a évidemment aggravé les choses, parce que vous savez bien que tous les soignants suspendus n'ont pas été réintégrés. Et certains ont tellement dégoûté, sont allés sur d'autres missions, sur d'autres métiers, et ont abandonné complètement les soins. Et même dans les soignants qui n'étaient pas du tout suspendus ou concernés par ça, il y en a qui ont vu une terrible perte de sens à ce moment-là, une crainte aussi pour eux-mêmes, parce que finalement, quelle va être la prochaine exigence? Voilà. Et donc, il y a énormément de soignants qui ont quitté les soins.
Et donc, comment faire quand on n'est pas suffisamment pour faire cet accompagnement de qualité? Et finalement, comme je vous ai dit, les soins palliatifs, ça demande du monde, ça demande du temps, et donc forcément, pour certains politiques, ça demande de l'argent. Et donc ça, c'est plus compliqué pour eux. Et finalement, si tout le monde se faisait euthanasier, ce serait bien pratique. Hein, voilà. Et puis, si on pouvait l'étendre un peu aux personnes âgées, parce qu'on n'arrive pas du tout suffisamment à augmenter les places en EHPAD, voilà, on est complètement limité. Ce serait plus pratique aussi. Et puis le milieu du handicap, alors ça coûte encore plus cher que la personne âgée, donc voilà, ce serait pratique aussi, hein, voilà. C'est évidemment pas notre souhait. Nous, on veut accompagner les gens, quelle que soit leur situation, et chaque personne a ce droit aux soins palliatifs. Quand on voit l'évolution des lois, hein, on a parlé de la loi de 99 avec les premiers plans de développement des soins palliatifs, c'était un très bel espoir de développer ces unités. Il y en a eu pas mal qui ont été créées, et comme je vous l'ai dit, maintenant c'est complètement en suspens. Ensuite, il y a eu la loi de 2002, on a rééquilibré un peu la relation médecin-soignant, on a créé la personne de confiance, voilà, on voulait remettre de la confiance dans le système de soins. En 2005, on a vraiment affirmé que les soins palliatifs étaient la troisième voie contre l'acharnement, contre l'euthanasie. Donc ça semblait bien avancé. Il y a aussi eu cette partie importante de la loi de 2005 qui était ce qu'on appelait la loi du double effet. C'est-à-dire que les médecins étaient souvent embêtés d'augmenter les doses de morphine et autres antalgiques un peu forts parce qu'ils avaient peur d'abréger la vie. Et en fait, cette loi a permis de dire, tant que votre intention est de soulager les gens, si en phase agonique vous abrégez la vie de quelques heures, quelques minutes, quelques heures, quelques dizaines d'heures, bah finalement, vous avez pu soulager votre patient et c'était ça l'important. Donc ça a beaucoup apaisé les choses pour beaucoup de médecins. Donc ça, c'était positif. Il y a quelques petites brèches dans cette loi, mais globalement, elle est bien faite. Et puis après ça, il y a eu un rapport en 2012, pour ceux qui ont suivi, c'est le rapport SICAR en 2012, qui a dit il n'y a pas assez de soins palliatifs, pas assez d'unités, et les soignants ne sont pas assez formés. Donc nous, on était plein d'espoir, super, on va avoir un nouveau plan de soins palliatifs, ils vont réouvrir des unités, ils vont nous payer des formations, super. Et en fait, la conclusion du rapport SICAR, c'est il faut aller vers le suicide assisté. Ah bon? Voilà, donc incompréhension des soignants, et ce rapport a donné lieu à la loi de 2016, la loi Claes-Leonetti, qui, elle, a dit, alors non, on va pas faire d'euthanasie, mais on va essayer de faire des directives anticipées opposables aux médecins. Donc ils vont forcer les médecins, donc c'est plus les médecins qui décident. Finalement, ça s'est pas passé, mais ce qui est passé, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Jusqu'au, ça peut être un terme de temps, un adverbe de temps, ça peut être aussi un adverbe d'intention. Donc moi, ça me gêne beaucoup. Et puis, comme je vous l'ai dit, la sédation profonde, c'est intentionnellement rompre la relation. Et donc, empêcher l'accompagnement. D'accord ? Alors que dans beaucoup de situations, même de souffrance psychique, même quand on arrive à nécessiter de la sédation parce que la personne est trop mal ou a trop peur ou n'arrive pas à se reposer, on peut mettre en place des sédations qu'on appelle légères. On a même des échelles pour vérifier tout ça. On a tous les médicaments qu'il faut pour ça. On peut faire une sédation légère, par exemple la nuit, pour que le patient soit bien soulagé. Et puis on va la prolonger jusqu'à la toilette, parce que pendant la toilette, ça n'a aucun intérêt que le patient soit réveillé. Et par contre, on lève la sédation 1 heure avant que la famille arrive, et comme ça, le patient, il est bien reposé, et il est bien vigilant pour pouvoir être accompagné par sa famille. Hein, donc ça, c'est la différence entre sédation légère et sédation profonde. Et puis la loi Claes-Leonetti nous dit, quand vous décidez de faire une sédation profonde, vous arrêtez tous les traitements. Et puis dans les traitements, il y a aussi l'alimentation et l'hydratation. Parce que finalement, c'est un maintien artificiel de la vie, donc il faut les arrêter. Ok, donc ça veut dire que la personne, elle n'est pas forcément en phase agonique, elle n'est pas forcément en toute fin de vie. Mais par contre, on lui a déjà arrêté l'hydratation, donc on va avoir les complications. Et puis on arrête tous les traitements, alors que y avait des traitements peut-être, on va dire, je sais pas, je prends un choix au pif, les traitements pour les problèmes de rythme cardiaque. Et si on arrête le traitement pour le rythme cardiaque, la sédation, ça va rien changer à ça. Il peut s'emballer, il peut avoir des palpitations, ça peut être
douloureux, ça peut être inconfortable, ça peut être... voilà. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, hein. Mais voilà. Donc non, on ne va pas arrêter tous les traitements, on va faire une sédation légère et puis on va évidemment revoir les traitements pour ne garder que le nécessaire, c'est-à-dire ce qui va soulager la personne ou ce qui va empêcher qu'arrivent d'autres symptômes d'inconfort. Voilà. Et puis, après 2016, il y a eu le décret de 2020. Le décret de 2020, c'était en plein dans la crise Covid. On disait, bon, on ne traite pas les patients, alors que 2020, on savait déjà qu'il y avait des traitements qui existaient. On ne les traite pas, mais comme en EHPAD, les personnes âgées ne vont pas être prises en réanimation et puis elles vont forcément faire une détresse respiratoire puisque vous ne les soignez pas. Donc, on va faire le décret, ce qu'on appelle le décret Rivotril. C'est-à-dire, le Rivotril, c'est un puissant anesthésiant que moi j'utilise plutôt dans les convulsions, ou, voilà, mais en tout cas, ça va être un dépresseur respiratoire. Donc, si vous injectez ça à la personne, elle va moins bien respirer. Sachant que les patients Covid, on sait que si, dans ce cas-là, hein, on leur donnait parce qu'ils avaient du mal à respirer. Okay, donc, c'est de l'euthanasie. Hein, donc, on a importé l'euthanasie en EHPAD sous couvert de compassion parce qu'il ne fallait pas encombrer les hôpitaux pour les jeunes qui mourraient peu du Covid si on les traitait. Hein, et on le met dans les EHPAD parce que comme ça va plus vite. Hein, on n'encombre pas les hôpitaux, on tue les gens plus vite. Voilà. Et ça, finalement, c'est dans un continuum entre 2016, 2020 et 2025, la proposition de loi sur l'euthanasie, sur la fin de vie, comme ils ont dit, sur l'aide à mourir. Alors, je crois qu'en soins palliatifs, on aide les gens qui vont vers la mort. On ne pousse pas les gens à mourir, hein, mais on les aide déjà et on les accompagne. Là, ce qu'ils veulent dans l'aide à mourir, c'est voilà, je te fais mourir, je t'ouvre la fenêtre si tu veux te suicider, hein, parce que suicide assisté, finalement, c'est ça. C'est un peu schizophrénique, hein, puisque si vous voyez quelqu'un qui veut se jeter d'un pont, si vous n'essayez pas de l'empêcher, vous pouvez être condamné pour non-assistance à personne en danger. Mais quelqu'un qui vous dit « je voudrais faire un suicide assisté, j'ai contacté un médecin pour ça », si vous essayez de le dissuader, alors là, vous êtes condamné parce que c'est le... Comment ça s'appelle ? C'est pas de l'obstruction, ça a été dit aussi dans la... Empêchement, non ? Non, c'est pas l'empêchement, il y a un terme. Le délit d'entrave. Délit d'entrave, voilà. Donc, de toute façon, vous êtes condamné. Ça, c'est une proposition, alors ça n'a pas encore été voté. Mais finalement, dans cette proposition de loi, la demande d'euthanasie, elle est orale. Elle n'a pas besoin d'être signée. Quelqu'un sous tutelle peut demander à être euthanasié, sans avis de son tuteur. Il y a un seul médecin qui accueille la demande. Il doit demander à un confrère, mais le confrère n'est pas obligé de voir la personne qui demande. Et il doit répondre dans les 48 heures. Et si la réponse est positive, il doit mettre en place dans les 8 jours. Il y a une semaine, j'ai fait mon inscription à la fac pour faire un DU. Et ben, je pense que j'ai mis plus de 8 jours à faire l'inscription parce qu'on m'a demandé 50 mots de passe, on m'a demandé ma carte d'identité, on m'a demandé je ne sais pas combien de papiers. Et finalement, vous demandez l'euthanasie, c'est plus facile. D'accord ? C'est ça la proposition de loi. Et la proposition de loi, elle dit aussi que c'est dans des situations à leur fin de vie, dans des maladies graves, incurables, dont le pronostic vital est engagé. Mais finalement, ils ont enlevé le terme, parce qu'au début, c'était à court ou moyen terme. Et finalement, comme les députés ne savent pas définir le moyen terme, ben, ils ont enlevé le mot. Donc finalement, c'est pour une maladie incurable qui engage le pronostic vital, voilà. Ok, alors le diabète, c'est une maladie incurable qui engage le pronostic vital. Ok, hein, donc vous êtes diabétique, vous pouvez demander l'euthanasie. D'accord ? C'est proposé aussi pour les personnes avec un handicap. C'est proposé, et il y a eu une levée de bouclier des psychiatres en France, qui n'a pas été tellement médiatisée. C'est proposé pour les souffrances psychiques qui paraîtraient insupportables. Qui, suivi par un psychiatre pour une dépression, n'a pas eu à un moment une souffrance psychique insupportable ? Non. Et par contre, dans la décision, à aucun moment, quand on parle de souffrance physique réfractaire ou de souffrance psychique insupportable,
À aucun moment, on ne demande si une prise en charge a été essayée. D'accord ? Donc, quelqu'un qui a très mal, quand vous vous cassez la jambe, vous avez très mal à un moment. Quand vous accouchez, vous avez très mal. Quand vous avez une colite néphrétique, vous avez très mal. Okay ? Si on ne vous donne pas de traitement, c'est facilement insupportable. Okay ? Bon. Donc, on en est là. On en est là, et je pense que, alors bon, avec les aléas politiques gouvernementaux actuels, c'est sûr que ça a pris du retard, tant mieux, mais je ne pense pas qu'on puisse laisser faire ça. Par contre, pour la lutte contre les dérives qui peuvent être faites sans mauvaise intention, entre guillemets, c'est-à-dire, la loi de 2005 a eu tendance à nous faire dire si... on en est là ou pas ? Ouais. Si on a déjà parlé des lois, je pense que tu peux même mettre la suivante. On a, avec la loi de 2005, voilà, c'est celle-là. On nous a dit l'intention, si vous avez une bonne intention, en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok, c'est pas tout à fait ça, hein, elle ne dit pas comme ça, la loi de 2005, mais elle a été interprétée par certains. Et donc, attention, la bonne intention ne suffit pas. Il faut aussi faire les choses de manière... correcte et qualitative, avec les bons dosages, avec les bons médicaments. Les dosages non adaptés. On peut vouloir soulager quelqu'un, et puis si on n'est pas là, si on ne réévalue pas en permanence, il y a des moments où les gens ont mal, et puis si on ne réagit pas assez vite, ben, ils ont très mal, et puis après on a du mal à rattraper la douleur. Donc, on peut avoir tendance, si on ne fait pas cette réévaluation très fréquente et si on ne prend pas le temps auprès du patient, à monter les doses plus fort pour pouvoir être un peu tranquille, entre guillemets. D'accord ? Et donc là, on peut faire des erreurs, parce que là, surviennent toutes les complications, insuffisance rénale, etc., ou surdosage, avec, par exemple, des cauchemars quand on est sous morphine, des hallucinations, des confusions, des vomissements, etc. Donc ça, ne sera pas bénéfique. Donc, les dosages, et puis... une proportionnalité. Hein, on fait les choses, si le patient a mal, on traite la douleur, s'il a moins mal, je baisse mon traitement, etc. Hein, pour justement ne pas avoir les effets secondaires. La sédation profonde, on en a parlé. Hein, il y a quelquefois même des demandes de sédation profonde ou d'autres demandes qui peuvent être inadaptées par la famille, qui ne sont pas demandées par le patient. Alors ça a été envisagé, la SFAP, donc Société Française de Soins Palliatifs, a bien mis ça dans son protocole de sédation profonde après la loi de 2016 en disant attention, il ne faut pas que ce soit la demande de la famille, il faut que ce soit la demande du patient, parce que comme on a dit tout à l'heure, famille et patient n'ont pas toujours le même rythme. Donc il faut s'adapter, c'est le patient notre guide. Voilà. Si on a des angoisses, des agitations, et qu'on ne va pas aller chercher la cause, l'agitation en soins palliatifs, et d'ailleurs en gériatrie de manière générale et même dans certains autres cas, c'est toujours un symptôme. C'est-à-dire qu'il y a toujours une cause derrière. Si on ne va pas chercher la cause, c'est sûr, on sédate les gens. Parce qu'on les trouve agités, ça ne va pas, donc on nous demande le médicament. Mais une agitation, ça peut être uniquement une douleur. J'ai vu une dame arriver un jour, elle avait une SLA, une sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie très très grave qui donne une paralysie progressive et qui a beaucoup été prise en exemple par les pro-euthanasiques, parce que c'est effectivement, quand on a ce diagnostic, on sait qu'on va mourir paralysé, que c'est quand même compliqué à intégrer et à accepter. Et cette personne-là, elle est arrivée, elle était déjà paralysée au niveau des jambes, elle pouvait encore bouger un petit peu les mains et elle pouvait encore déglutir et respirer spontanément. Et elle est arrivée, elle était attachée. Je dis, mais attendez, elle est déjà à moitié paralysée et la seule mobilité qu'elle a encore, on l'attache pour qu'elle ne bouge pas. Et on m'a dit, mais oui, mais c'est parce qu'elle était agitée. Ben, d'accord, mais on va peut-être essayer de comprendre pourquoi, puis on va peut-être essayer de la soulager. Elle ne pouvait plus parler, mais elle pouvait quand même s'exprimer d'une autre manière qui faisait qu'on la comprenne. Et en fait, elle avait une mycose dans la bouche. C'est un champignon dans la bouche. C'est quand même pas très compliqué, c'est pas très grave, et surtout, ça se soigne très bien. Et en fait, elle avait tellement mal dans la bouche qu'elle était agitée. Donc, on a enlevé les attaches, on a traité la mycose, on a traité la douleur liée à cette mycose. Et cette dame,
dès qu'elle a récupéré de la mobilité, dès qu'on lui a enlevé les attaches des bras, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est jetée sur moi et qu'elle m'a serré dans ses bras. Eh bien, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'elle a tout de suite compris que là, on allait soigner et soulager, plutôt que d'attacher et de s'attendre à ce que les gens qui sont en évolution vers le décès soient tous sédatés, sans aucun symptôme exprimé, et surtout ne bougent pas dans leur lit pour ne pas déranger le médecin la nuit. Okay. Donc elle avait compris que là, il y aurait quelque chose d'autre qui allait se passer. Okay. Et puis on l'a accompagnée, cette dame, et ça s'est très bien passé par la suite. Et on a pu la soulager. Et c'est comme en gériatrie finalement, hein, l'agitation, s'il y a des soignants dans la salle, vous savez qu'on cherche déjà le globe urinaire, hein, le fécalome, voilà, des choses toutes bêtes, mais qui peuvent rendre les gens vraiment agités. Et les neuroleptiques, ça n'a jamais arrangé la constipation. Voilà. Bien sûr, soulager les douleurs physiques, hein, mais soulager les douleurs physiques, ça peut prendre un peu de temps. Et donc, il faut qu'on prenne un peu le temps pour adapter les traitements. Et ça prend du temps. Et donc, encore une fois, c'est pas forcément compris, même parfois par les équipes, parce que ils voudraient que la personne soit soulagée tout de suite, parce qu'ils ont, chaque soignant a dans sa tête l'idéal de ce qu'il voudrait pour son patient. Et donc, il a le patient idéal dans la tête. Évidemment, c'est un vrai patient qu'on a en face de nous, et donc il faut qu'on prenne le temps des choses. Sinon, comme on a dit tout à l'heure, on fait des surdosages et on crée d'autres inconforts. D'accord ? Donc prendre ce temps-là, tout en expliquant les choses. Et quand on explique ça en équipe, ben finalement, ça se passe bien. Hein, parce que chacun sait pourquoi il est là, il y a du sens dans cette prise en charge. Oui, il y a des soins qui peuvent être justifiés dans certaines situations et qui peuvent être de l'euthanasie dans d'autres. On a l'exemple le plus simple, c'est l'hydratation. Quand on est en phase agonique, la phase agonique, c'est vraiment les derniers 2-3 jours ou les dernières heures. Autant, si on dit à quelqu'un, vous avez 6 mois à vivre, on se plante à tous les coups. Autant, quand on a certains signes, on sait que là, la mort va survenir dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent. Et à ce moment-là, le corps, il se met dans un état de priorisation. Et il ne va faire fonctionner que les fonctions vraiment absolument vitales. Et donc, quand on hydrate une personne à ce moment-là, ça peut apporter du confort avant cette phase-là, mais quand on hydrate pendant cette phase-là, en fait, le corps n'arrive pas à absorber l'hydratation et tout part dans les poumons. Et quand on a de l'eau dans les poumons, on meurt étouffé. Et je pense que c'est le pire de ce que j'ai vu dans ma carrière. Mourir par étouffement, c'est extrêmement angoissant. Voilà. Donc ça, on n'en veut pas. Et donc, l'hydratation, on l'arrête quand on sait qu'on est en phase agonique. Et quand on voit que l'hydratation, justement, n'est plus absorbée. Donc, quand on entend, mais ça demande aussi à ce qu'on aille réévaluer nos patients, et qu'on entend dans les poumons que ça commence à graillonner, pas à cause d'une infection, mais à cause de l'hydratation, et bien là, on diminue. Alors, évidemment, on prévient les familles, on prévient le patient, etc. Et quand on fait ça très progressivement, ça prend tout son sens, et c'est tout à fait compris et accepté. Si on l'arrête avant, on va, que ce soit l'alimentation ou l'hydratation, on va provoquer des problèmes cutanés, on va provoquer des douleurs, on va provoquer des convulsions. Hein, donc quand on arrête l'alimentation et l'hydratation, hein, c'était les fameux cas médiatisés qu'il y a eu, en particulier Vincent Lambert, hein, on a arrêté son alimentation bien avant une phase agonique, il n'était pas en fin de vie d'ailleurs, et donc il a convulsé, il a eu très mal, etc. Donc un même geste peut être justifié ou peut être euthanasique selon la situation. C'est pour ça que c'est pas parce qu'on se dit moi je veux pas d'euthanasie ou moi je veux respecter la vie, je veux faire les choses bien, que ça va forcément être facile. D'accord ? Il faut avoir des grands repères, il faut être droit dans ses bottes, mais après il faut vraiment connaître les choses et donc se former à la médecine évidemment et aux soins, et se former à l'éthique, parce que c'est ça qui va nous donner nos grands repères. Et donc il faut absolument continuer ces formations.
Si tu peux passer. Donc, si on peut donner des conseils, surtout s'il y a des soignants évidemment, mais même pour les autres, savoir comment faire pour éviter ces dérives qui ne sont pas forcément évidentes dans les situations complexes. Toujours confronter les décisions en équipe. On ne fait pas ça tout seul. Et c'est pour ça que la décision toute seule de la proposition de loi du médecin qui va tout seul répondre à la demande d'euthanasie du patient est complètement aberrante. Toujours confronter les décisions, parce qu'encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, l'agent de soins hospitaliers qui fait le ménage ne va pas avoir le même regard, la personne ne va pas lui avoir dit la même chose qu'à l'aide-soignante, qu'à l'infirmière, qu'au médecin, etc. La proportionnalité, on en a parlé, on traite en fonction des symptômes. C'est pas parce que le monsieur est en soins palliatifs, donc je lui mets 100 mg de durogésique, des dérivés morphiniques, et de l'hypnovel. Non, on va faire en fonction des symptômes. Le temps de l'équilibre, comme on a dit, un traitement, ça prend du temps à être équilibré et il faut prendre ce temps, sinon on donne des effets secondaires. On explique les soins aux soignants déjà, parce que quand on prend la décision, on explique pourquoi on prend la décision et comme ça, tout le monde va pouvoir porter la décision et tout le monde va pouvoir l'appliquer avec du sens et va être plus serein aussi et va pouvoir expliquer les choses correctement aux patients et à la famille. L'agitation est un symptôme, on l'a dit tout à l'heure, donc il faut trouver la cause avant d'essayer de la traiter. Bien sûr, quelquefois, on est obligé de traiter le symptôme pour pouvoir prendre le temps de traiter la cause correctement. Mais c'est en 2 étapes. Adapter l'alimentation et l'hydratation aux capacités d'absorption du corps et à la phase dans laquelle on est, on a vu. Revoir le traitement, parce qu'on a dit on n'arrête pas tout, mais on garde que ce qui est nécessaire et ce qui va empêcher l'inconfort. Mais ça, tout ça, ça évolue en fonction des phases. Donc on revoit tout régulièrement. Et puis des prescriptions anticipées, parce que comme je vous ai dit, quand on prend du retard sur le traitement de la douleur, le patient n'est pas bien. En plus, on a une mémoire de la douleur. Donc la douleur suivante, il aura plus mal parce qu'il a gardé la mémoire de la douleur antérieure. Et puis les soignants ne sont pas bien, parce que comme je vous ai dit, ils ont un idéal de ce qu'ils voudraient offrir à leurs patients. Et donc ils ne sont pas bien non plus. Et la famille, bien sûr, voyant la souffrance, n'est pas bien non plus. Donc anticiper les choses pour que les soignants qui sont là 24 heures sur 24, contrairement aux médecins, puissent adapter au fur et à mesure. Et après, en fonction de ce qu'eux ont mis en place, moi, je vais réadapter le traitement de fond. Et puis, formation. Vous venez en conférence, c'est super. Il y a des formations aussi plus institutionnelles, évidemment. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense qu'on a balayé les choses. Après, comme vous avez vu, si on suit les rapports et les lois, il y a quand même on a l'impression un sens de l'histoire qui n'est pas forcément positif, qui est même plutôt mortifère actuellement. Et on a l'impression que parce qu'on ne veut pas donner les moyens et le temps nécessaire, on va vers des solutions expéditives qui ne vont pas être bénéfiques, ni pour les patients évidemment, et c'est ça le premier objectif, mais pas non plus pour les familles, avec, comme vous l'avez vu au tout début, des gens du coup qui vont devenir pro-euthanasie. Si c'est pas fait correctement, et puis du coup des solutions expéditives qui sont pas souhaitables. Et en fait, à faire ça, on se trompe de cible, puisque au lieu de soulager et d'éliminer la souffrance, on élimine le souffrant. Et c'est évidemment pas la bonne cible. Voilà, je vous remercie et je remercie beaucoup les organisateurs. Le lien entre IVG et euthanasie, oui. Oui, parce que les attaques de la vie en début de vie et en fin de vie ont, à mon sens, alors je ne sais pas qui a posé la question, je ne sais pas qui a regardé. C'est le monsieur là-bas. Par là. D'accord. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ce sont les mêmes mécanismes. Ce sont les mêmes mécanismes de pensée. Et on voit, même entre l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie, on voit aussi des liens, parce qu'en fait, c'est ce désir de maîtrise. On ne veut plus de l'inconnu,
On veut décider des choses, c'est le même lien avec la PMA. Hein. On veut maîtriser les choses, on veut que l'homme soit le seul, le seul décideur. On ne veut que le désir. Voilà. Et on ne veut pas respecter le lien, finalement, l'avancement naturel, tout simplement. Hein. Donc toujours ce désir de maîtrise et qui va tout à fait dans un mauvais sens, et c'est effectivement les mêmes enjeux. Et d'ailleurs, on voit la même évolution. Bon, ça prendrait aussi le temps d'une autre conférence, mais si on compare l'évolution des lois sur l'IVG et des lois sur l'euthanasie, c'est la même évolution, simplement c'est décalé. Et on voit très bien les mêmes arguments politiques. Ah oui, mais les autres pays font pareil, on est en retard sur les politiques européennes, voilà. Sauf qu'actuellement, là où on est en retard sur l'IVG, c'est que je dirais la moitié des pays européens ont diminué quasiment par 2 leur nombre d'IVG. Chez nous, ça continue à augmenter. C'est entièrement une question de politique de prévention. Merci. Je voudrais d'abord remercier ma consoeur Geneviève, que je ne connaissais pas, je viens de la découvrir ce matin. Je te remercie beaucoup tu as dit des choses qui vont un peu dans le sens de ce que je préconise moi-même depuis un certain nombre d'années. Je suis beaucoup plus vieux que toi. Alors, je suis un vieil anesthésiste réanimateur, donc j'ai passé 33, 34 ans dans les hôpitaux, et j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir veillé sur vous dans ce département du Loir-et-Cher, donc j'ai géré le SAMU pendant 33 ans. Voilà. Et puis j'ai géré quelque chose de similaire à ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est-à-dire le prélèvement d'organes et les dents d'organes, pendant 25 ans, après avoir commencé à Tours, où j'ai passé 8 ans en neurochir. D'accord ? Ça me fait plaisir de t'entendre, Geneviève. Il y a un seul point sur lequel je ne suis pas d'accord, mais on en parlera. Par contre, tu as dit un certain nombre de choses qui prouvent justement ton humanité, ton humanisme. Je pense qu'on n'est pas médecin par hasard. Quand on est médecin, c'est qu'on a un peu d'humanité. C'est-à-dire, je dis toujours aux jeunes patients, aux jeunes internes que nous formons, quand vous êtes médecin, pensez à vous, aux vôtres, femmes, enfants, parents, et faites aux gens ce que vous souhaiteriez qu'on vous fasse à vous ou aux vôtres. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc tout ce que tu as dit, ça va dans le sens de ce que nous sommes censés faire. Les élus que nous élisons, bien sûr, c'est nous qui les élisons, ils sont complètement bornés. Au lieu de s'occuper de la bonne retraite de façon correcte, non, ils ne savent plus quoi faire, ils ont tendance à vouloir fermer les lits, effectivement, parce qu'il n'y a plus assez d'argent. Mais le médecin, son rôle, c'est de traiter, soulager. Et le soulagement, tu en as parlé longuement, et je pense que c'est ça le gros problème justement de ce qu'on est censé faire pour accompagner les gens, in fine, quand ça ne marche plus. Et pour faire tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réévaluer. Et les réévaluations, il ne faut jamais attendre que ce soit les familles qui viennent à nous, médecins. C'est aux médecins d'aller au-devant des familles, d'aller les voir 1 fois, 2 fois, 3 fois, même si c'est 5 fois dans la journée. C'est comme ça marche. Dans les prélèvements d'organes, ça marche comme ça. Et pour ce genre de choses, ça doit marcher aussi comme ça. On doit donner les informations qu'il faut, faire une évaluation, comme tu l'as dit, à plusieurs reprises. Et c'est à partir de là, justement, qu'on peut savoir comment faire. Et l'accompagnement, in fine, si ça doit arriver, leur expliquer aussi comment on voit les choses, etc. C'est vrai que les soins palliatifs, on n'en a pas assez chez nous. On a eu la chance dans ce département, pour ceux qui ne savent pas, mon ami, donc, il a eu l'honneur et la chance de prendre sa retraite, je ne sais pas quelle idée, le docteur Godefroy Hirsch, que vous connaissez pour la plupart, on avait mis en place un protocole dans ce département, c'est-à-dire que les soins palliatifs qu'on faisait à domicile, c'était une prise en charge collégiale. Chaque fois qu'il y avait un dossier d'un nouveau patient, les équipes du SAMU étaient au courant, avec les dossiers, les infirmiers libéraux étaient au courant, le médecin traitant était dans la boucle, avait un dossier, donc on échangeait tous entre nous, si vous voulez. Donc tout le monde savait, selon le niveau justement de soulagement, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, pour envoyer une équipe ou pas. Voilà, c'est pour vous dire que c'est une prise en charge collégiale, comme elle a dit, Geneviève, c'est comme ça que ça marche entre nous. Nous avons la chance, nous ne travaillons pas comme les députés. Hein. Les députés, bon, une fois qu'ils sont élus, ils ont oublié, et puis même quand vous voulez parler d'un certain nombre de choses, tu parlais de l'aide à mourir. C'est pas l'aide à mourir. C'est l'aide à tuer. Ouais. Les députés, ils ont décrété, et heureusement, ce n'est pas encore voté, ça va passer au Sénat, j'espère que ça ne passera jamais. L'aide à mourir. On n'est pas là pour apprendre aux gens à tuer les patients.
que nous sommes tous potentiellement. On est là pour soulager, accompagner si on n'a plus d'autres moyens potentiels. Voilà comment je vois les choses. Et puis le mot sur lequel je ne suis pas d'accord, je dis bien, mais bon, il n'y a quand même pas que le mot, parce qu'il y a dérive avant euthanasique. C'est l'euthanasie, ça me gêne, l'euthanasie. On ne doit pas. Il n'y a pas dans notre métier, c'est-à-dire l'euthanasie, non, ça n'existe pas, ça ne doit pas exister. L'accompagnement, je suis d'accord. L'euthanasie, ça fait penser à quoi? À ce que les gens... J'ai eu la chance, ou la malchance, d'avoir fait 2 mandats municipaux dans ma commune. Les gens aujourd'hui, vous savez pourquoi ils m'arrêtent? Docteur, vous ne croyez pas qu'ils vont nous tuer parce qu'on coûte trop cher, les personnes âgées? Vous ne croyez pas qu'ils vont tuer nos enfants qui sont handicapés parce qu'on coûte trop cher à la société? Je dis non, ne croyez pas, c'est pas ça. C'est qu'ils se trompent. C'est pas ça qu'ils veulent vous dire. Je dis si, vous ne croyez pas à ça, mais nous on ne rêve pas. C'est ça qu'ils veulent faire de nous. C'est nous éliminer. Voilà, c'est pour ça que le mot euthanasie, Geneviève, franchement, c'est pas quelque chose que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pour l'éliminer des pratiques qu'il peut y avoir, et pour ne pas aller jusque-là, évidemment, c'est évidemment pas souhaitable. Malheureusement, on voit certaines pratiques se faire qui sont en réalité de l'euthanasie sans que les soignants le sachent. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que la dérive avant le mot euthanasique, j'aime bien. Voilà. Merci. Et d'ailleurs, il y a eu un sondage des soignants par la SFAP, la Société Française de Soins Palliatifs, qui a montré très très clairement que 98% des soignants qui pratiquaient les soins palliatifs estimaient que l'aide à mourir ou l'euthanasie ou tout ça, ça n'était pas un soin, et donc refusaient de le faire. 98% des soignants. Bonjour, j'ai une remarque et puis une question. La remarque, il me semble que vous avez assimilé, comme souvent on le fait, le crime rivotril à de l'euthanasie. En fait, non, parce que l'euthanasie, on sous-entend le consentement, alors qu'au rivotril, je ne pense pas qu'il y ait le consentement de la personne qu'on injecte. C'est sûr qu'il n'y avait pas le consentement. Malheureusement, dans l'euthanasie, il n'y a pas toujours le consentement non plus, et les gestes peuvent être euthanasiques, alors que la personne ne l'a pas demandé, et alors même que le soignant n'est pas vraiment conscient de ce qu'il fait. Et c'est de l'euthanasie quand même, parce qu'il y a cette mort provoquée. Okay, merci. Alors ma question, à laquelle vous avez un petit peu répondu justement avec les 98%, vous avez évoqué. Donc une étudiante en médecine, avec qui j'ai discuté un petit peu pendant que la loi se préparait, m'a dit, mais écoute, c'est pas grave, de toute façon, tous mes copains sont pour cette loi. Alors, est-ce que c'est un effet de génération? Est-ce que c'est un sous-échantillonnage non représentatif? Est-ce que plus on vieillit, moins on est? Je pense qu'il y a peu de gens sont au courant de ce qu'il y a vraiment dans cette proposition de loi, déjà. Donc c'est pour ça que je le dis de façon assez crue, pour que vous soyez vraiment au courant de ce qu'il y a dans cette proposition de loi. Et en fait, c'est pour ça, c'est pour biaiser ce débat et pour flouter les jeunes, en fait, que la loi avait été faite, les 2 volets de la loi avaient été mis en même temps, la loi sur le développement des soins palliatifs et la loi sur l'aide à mourir. Et en fait, maintenant, les 2 choses sont séparées, ce qui peut être bien parce que du coup, on peut dire non à l'une et dire oui à l'autre. Mais malheureusement, la loi sur le développement des soins palliatifs, la proposition de loi n'avance pas du tout. Donc ça montre bien aussi quelle était la politique. Et malheureusement, encore une fois, comme on disait depuis le début, il y a une espèce de magma sociétal, de pensée unique, etc., qui fait que ça influence les pensées de certains. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les jeunes soient formés à l'éthique. Et l'éthique fondamentale pour comprendre ce qu'ils font, pour comprendre ce qu'on leur dit. Voilà. Mais après, si on écoute BFM et qu'on fait des raccourcis, voire du sophisme, en disant il souffre, j'arrive pas à le soulager, donc je le tue, encore une fois, comme j'ai dit à la fin, on se trompe de cible. Voilà. Oui, Denis. Bonjour. Ceux qui ne me connaissent pas, Denis Agré, je suis médecin. Merci de parler de l'euthanasie. Tu nous diras peut-être un mot ce que tu as vécu avec l'ordre depuis 2020-2021. L'euthanasie, ça porte un nom qui est très grave et qui est très sombre dans l'histoire, c'est nazi.
Bon, quand même, il y a si vous regardez dans Wikipédia, l'euthanasie a été utilisée. Il y a un truc qui s'appelle, je crois, Action T4, un truc comme ça. C'est très sombre. Après, sur les étudiants en médecine, je pense qu'il y a un glissement de choses techniques et chimiques qui a évolué depuis des dizaines d'années. Moi, je l'ai vécu, j'ai fait mon métier d'urgentiste, hein, j'ai fait 15 ans d'urgence, clairement, l'accompagnement de la douleur, on nous explique hypnovel, morphine, donc hypnovel, c'est une benzodiazépine comme le Rivotril. Le Rivotril dans les EHPAD en 2020, c'est une catastrophe, c'est un truc hallucinant, qui est complètement insensé et qui clairement est dépresseur respiratoire. Et il y a eu aussi des prescriptions d'hypnovel, de midazolam. C'est écrit dans Libération. Clairement, ça a tué des gens. Il y a une semaine, et je trouve ça odieux, il y a un gars, un fameux youtubeur, la chaîne s'appelle G1000 grammes, vous pouvez aller voir. Je leur ai dit que c'était inadmissible ce qu'ils faisaient. Ils ont pris en caméra cachée, ils sont allés filmer des médecins au centre antidouleur du CHU de Montpellier, bien sûr tout est tronqué. Ils ont isolé une séquence où il y a un médecin qui parle à une patiente qui a des douleurs en disant il questionne la patiente sur ses liens avec sa grand-mère et tout de suite. Donc c'est des histoires de transgénérationnel. Même ça, on peut même plus en parler. Et tout de suite, ils mettent au pilori ce médecin du CHU, avec le Conseil de l'Ordre qui vient appuyer ça, avec Midi Libre qui vient relayer ça. Donc en fait, si vous voulez, il y a quelque chose d'absolument catastrophique dans la relation médiatique. Les soins palliatifs, vous voyez, il y a des soins humains, et merci d'en parler parce que c'est vraiment très, très, très important. Merci. Oui, Geneviève, je voulais te remercier pour la qualité de ton intervention. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai appris beaucoup de choses parce que c'est pas mon secteur. Moi, j'étais pédiatre. Par contre, ce que ça m'évoque, c'est mon expérience en réa où j'ai fait justement, j'ai participé modestement au don d'organes et j'en ai gardé un souvenir très fort. J'ai eu un de mes patients qui avait une myopathie que j'ai accompagnée jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux derniers instants avec sa maman, et c'est des moments dont on se souvient toute sa vie. Donc ces derniers moments, il faut effectivement les préserver. Tu l'as très bien expliqué. Alors bien sûr, moi, en tant que croyant, ça tombe sous le sens, mais je dirais indépendamment, tu as démontré que indépendamment des croyances, ces moments conservaient une importance fondamentale. On peut sauver sa vie sur les derniers instants. Donc les supprimer, c'est un crime abominable. Et bon, moi, vous savez que je n'ai pas la langue de bois. Hein. Pour moi, tout ceci, il n'y a aucun hasard. On est dans un combat spirituel. Je l'ai dit, je le répéterai. Hein, tout ce que l'on vit est satanique. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Hein. On veut tuer l'idée de Dieu et tout ce qui est autour. Et ça avance progressivement. Plus on sera nombreux à comprendre qu'il s'agit d'un combat spirituel qui nous permet de faire les liens entre tout ce que l'on voit. Hein. Et plus nous pourrons nous opposer. Car, je l'ai déjà dit ici, à un combat spirituel, il faut des armes spirituelles. Sinon, on est à côté du problème. Merci. Je voulais rebondir sur deux petites choses. Déjà, le terme tout à l'heure, suicide assisté, j'ai trouvé que les deux mots sont incompatibles. Parce que dès le moment où c'est assisté, c'est plus un suicide. Ça devient du meurtre. Voilà. Alors, je ne sais pas si les mots sont choisis par... Il y a une volonté de modifier les mots. Oui, voilà. Hein, et c'est pas la première fois. On parle d'aide à mourir au lieu d'euthanasie, on parle de suicide assisté, on parle de... voilà, mais on sait bien, on se connaît aussi sur la crise Covid, hein, et on sait bien que, par exemple, la définition dans le dictionnaire Larousse du mot vaccin a changé en 2022. Voilà, donc c'est des choses comme ça, et en fait c'est un but. Hein. Qui est-ce qui a dit à mal nommer les choses? Quoi? C'est Boileau? Ouais. Redis-moi la citation. À mal nommer les choses, on ajoute au malheur du monde. C'est ça, voilà. Mais c'est exactement ça qui est fait pour tromper les gens. C'est une évidence. Ouais. Et puis après, la deuxième chose rapide sur lequel il faut plus se tromper, c'est, j'ai écouté 2 fois en fait, c'est nous qui élisons des politiques, mais en fait c'est plus le cas.
Les milliardaires financent les médias et les médias élisent les politiques et ça s'arrête là, quoi. À nous d'écouter les médias indépendants. Voilà. Merci. Merci.